Taza est l'un des rares sites où l'on peut témoigner de la continuité de la présence humaine depuis la préhistoire. Taza existait déjà quand Idriss Ier s'installa dans le nord du Maroc. Il passa à Taza peu avant sa mort en 790. Les grottes de Taza étaient habitées dès l'époque néolithique, comme l'attestent les fouilles de la caverne Kifan el-Romari. On y accède par un chemin muletier situé sur les pentes rocheuses du plateau, portant le vieux Taza à mi-chemin entre Bab Jma al-Fouqania et El Bastioun. À gauche de l'entrée, une représentation solaire. Ces fouilles ont mis à jour les vestiges d'une faune aujourd'hui disparue. Lions, panthères, ours, rhinocéros, buffles antiques, mouflons, gazelles, chameaux, des ossements d'animaux et d'homo sapiens fossiles, ainsi que des silex taillés et des pointes de flèches. En ce qui concerne la présence de vestiges préhistoriques dans la région de Taza, il caractérise cette ville à travers le site préhistorique qui s'appelle Kifan el-Romari. Cette grotte où ont lieu des fouilles en 1916-1917 par le lieutenant Campardou qui vivait à Taza. On peut parler ici d'un véritable complexe archéologique comprenant des cavernes qui étaient habitées par l'homme ancien et que nous appelons les troglodytes de Taza. Le type de roche qui caractérise la falaise a favorisé l'apparition de ces habitats anciens. Ce sont des roches à la fois imperméables aux intempéries et friables, donc faciles à aménager. Nous avons deux types de grottes, anthropiques et spéléologiques. وبالتالي ساهم في وجود هذه المجموعة من الكهوف بطبيعة الحال التي تختلف عن الكهوف الأخرى يعني لي غروت أنثروبيك ولي غروت سبيليولوجيك. Lorsque l'islam s'implanta au Maroc, Taza avait déjà un long passé. Elle était à tout le moins la gadir et la nécropole d'une tribu ou d'un groupe de tribus berbères. La seule chose sûre est que Taza est antérieure à l'islamisation du pays, soit à l'an 800. Les traditions locales attribuent sa construction au Miknessa. Tous les historiens musulmans s'accordent à dire qu'à l'emplacement de Taza, il y eut d'abord un ribat. D'après Ibn Khaldoun, ce ribat, sorte de forteresse frontière occupée par les volontaires de la foi, a été fondé par les Meknassa du Nord sous le règne d'Idriss Ier, qui islamisa les Riata et autres tribus berbères de la région de Taza. Le ribat de Taza, qui a servi de fondement à la ville du Moyen-Âge, ne devait comprendre, en fait de construction, que l'enceinte en pierre et une mosquée, dont le minaret de Jama al-Kabir serait le seul vestige. Les pieux guerriers, chargés de défendre les frontières de la terre d'islam, vivaient sans doute à l'intérieur des murs. Après la prise de possession par l'Almohad al-Moumen, le ribat devint une ville qui prendra le nom de Ribat Taza. Ce saint homme était un combattant de la foi au nord du Maroc. À Azila, l'Arèche, Tétouan et Tanger, il a chassé les Portugais du nord du Maroc. C'était un général d'armée. Il vivait à Taza. Il avait un cheval à la ruelle de Sidi Boudros, appelé Dar Belromari, près du sanctuaire. On dispose de l'un de ces manuscrits à la bibliothèque de la Grande Mosquée. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Un jour, Haj Mohamed al-Amrani m'a rendu visite pour me signaler qu'à la bibliothèque de Tanger, il avait trouvé environ 1600 vers mystiques.
بنور رسول الله الله. ابن جبش له مجموعة من الأشعار في أغراض. Ibn Jebsh a produit de la poésie dans tous les genres mystiques. Il composait de la poésie de guerre sainte pour stimuler l'enthousiasme et la résistance aux envahisseurs espagnols et portugais. Et parmi ses qasidas, cette supplique pour que Dieu vienne au secours des musulmans. ويا من نقضت العهد بيني وبينه مرارا فلم يظهر إلى الخلق زلتي فيا رب بالمختار خير أمة سألتك فاقبل يا إله دعوتي قني شر حاسد ومن كل شر ماكر وخيب ظنون القاصدين مضرتي وكلني على الأعداء يا رب ناصرا وخذ بيدي يا رب في كل شدتي وبلغ مرادي في جميع مقاصدي من الخير واصفح ربي عن كل زلتي فأنت الذي ترجى لهولي وشدتي وفيك الشفاء من جميع المضرة. أشرق قد أشرق البدر. Les mawwel, improvisés en solo dans la liturgie confrérique, sont sous-tendus par les modes musicaux andalous, dont Taza est l'un des terreaux les plus fertiles au Maroc, de par sa position entre Tlemcen et Fès. Parmi les grands noms tazis de la musique andalouse, on peut citer entre autres Maître Hajj Ahmed Labzour Tazi, Mounchid et joueur de rbab qualifié. Il se distingua par sa contribution à l'enregistrement de l'intégralité du répertoire de la Ella avec le concours de l'UNESCO et par une tentative sérieuse de transcription sur une Mohamed Ghettat dans son monumental ouvrage intitulé Empreinte du Maghreb sur la musique arabo-andalouse. Le sama' est un art marocain authentique, fondé sur la déclamation, les prières et les qasidas mystiques. Il est chanté suivant les modes musicaux maroco-andalous. Au cœur du Haut-Atlas, au bord de l'Oued Nfis, Tinmel. C'est de là que les Almohades se sont lancés à la conquête de l'Andalousie et du Maghreb, à travers Taza, leur seconde étape. Tinmel n'était qu'un vaste libat. Le premier des grands libats almohades, Abd al-Mu'min se maria avec une fille du pays. Deux de ses fils auraient apporté dans la mosquée de Tinmel un exemplaire du Coran pris à Cordoue. Alors, Abd al-Mu'min fit battre les tambours pendant qu'il donnait audience aux gens de la montagne. Parti de Tinmel, son armée déboucha à travers le Haut et Moyen Atlas sur Taza, qui devint son point d'appui pour sa campagne au Maghreb central, toujours tenue par les Almoravides. Après la défaite de ces derniers près de Tlemcen, Tachfin l'Almoravide, au cours d'une marche nocturne, tomba du haut d'une falaise avec son cheval. C'est la première fois depuis longtemps, peut-être depuis toujours, que le Maghreb connaît l'unité politique sous des chefs issus de son sol. Et cette unification est l'œuvre de montagnards sédentaires. Le pouvoir du premier souverain almohade s'étendait ainsi depuis l'Ifriqiya jusqu'à l'Andalousie. Il régnait sur tous les grands centres de civilisation et laissa à son fils un vaste empire qui comprenait tout le Maghreb et la majeure partie de l'Espagne musulmane. Les travaux de Taza auraient été ordonnés par Abd al-Mu'min en 1135. Les murailles furent complétées en 1172 au voisinage de la tour Sarrazine. Un siècle plus tard, vers 1249, le Mérinide Abou Yahya s'empara de Taza après 4 mois de siège et fit remettre les fortifications en état. Le développement urbain et architectural de la Médina de Taza aura lieu particulièrement sous la grande dynastie almohade qui est passée par ici. Du point de vue archéologique, le passage des Almohades est marqué à travers 2 monuments historiques essentiels, la grande mosquée de Taza et le grand rempart qui l'entoure.
La première moitié du XIIe siècle fut dans l'histoire de la fortification marocaine un moment décisif. Le pisé se substitue à la pierre. Il paraît sous les Almoravides. Il triomphe peu à peu sous les Almohades. Il semble que c'est une technique ancienne chez les montagnards de l'Atlas qui savaient encore construire des ksours en cette matière. Ces murs de pierre s'accompagnent de tours rondes. Tel se présente le mur de pierre de Teza. Il impose la tour massive des remparts almohades et mérinides. L'aspect de la fortification maghrébine s'en trouva fixé pour des siècles. Si les remparts almoravides de Marrakech sont déjà en pisé, on les retrouve sous les Almohades avec les murailles qui couronnent le sommet rocheux de Teza. Dans la perspective d'une stratégie défensive, une double muraille était édifiée au point faible du système défensif. Le tracé des murailles de la vieille citadelle, avec le fossé profond, conservait un trop grand intérêt stratégique pour qu'on risquât de laisser un assiégeant y prendre pied. Les remparts sont très dégradés et percés de nombreuses brèches. Le mur d'enceinte était couronné par un chemin de ronde que protégeait un rempart crénelé, flanqué de tours qui permettaient d'en surveiller les abords immédiats. L'enceinte enveloppante était, selon les chroniqueurs, tel le halo encerclant la lune. Construits partie en pierre, partie en pisé, les remparts ne sont pas homogènes et appartiennent à des époques différentes. La porte principale d'accès à la Kasbah, Bab Jema'a, s'ouvrait dans le mur crénelé. Elle se trouvait donc directement commandée par le bastion, comme aussi Bab el-Qubur, l'une des principales portes de la ville. Les deux autres entrées de Teza sont Bab Itouna et Bab Rih. Teza était une ville caserne. Elle était toujours pleine des armées conquérantes et de visiteurs parce qu'elle était une étape essentielle, étape commerciale, étape militaire stratégique pour la défense de la patrie et pour contrecarrer les attaques venues de l'Est. C'était aussi un carrefour essentiel pour les rencontres entre les ulama de par le monde. C'est pourquoi son urbanisme impose de larges ruelles pour permettre aux chevaux et aux caravanes de les traverser avec aisance. Dans l'ensemble imposant que forment les fortifications de Teza du côté de l'Orient, une forteresse quadrangulaire attire immédiatement le regard, tant par sa masse que par sa disposition architecturale. Cette forteresse, encore aujourd'hui appelée du vieux nom El Bastion, est en effet la partie la plus intéressante de l'ancien système défensif. C'est le point fort de la place, le centre de résistance où converge tout le système des murs. C'est sur le Bastion que repose toute la défense de Teza. Le reste de la citadelle, ville et Kasbah, prise, il pouvait encore continuer de résister. On fixe, vers le milieu du XVIe siècle, la date où fut construit le Bastion. À l'avènement d'Ahmed el-Mansour, son premier acte fut de se poser, dès le début, en adversaire des Turcs. Or, la place forte, dont la situation nécessitait le plus impérieusement un armement défensif puissant, était Teza. C'est à elle qu'Al-Mansour devait songer tout d'abord, puisqu'il voulait fermer la porte aux Turcs. C'est donc à ce moment qu'eut lieu, semble-t-il, la restauration des remparts de Teza et leur adaptation aux nouvelles conditions de guerre de siège auxquelles répondait le Bastion. Entre toutes les fortifications, tant chrétiennes que musulmanes élevées à cette époque dans l'Afrique du Nord,
Celles qui ressemblent le plus au bastion, pour les détails de la construction, sont celles qui datent du début du XVIIe siècle, celle de l'Aleish notamment, terminée en 1618, et de Mlilia. La porte d'entrée de l'édifice se tourne vers l'angle nord. Taza fut au début du règne de Moulay Rachid le premier sultan alaouite, sa capitale et sa base d'attaque contre Fès. Moulay Ismaïl sut quelques années plus tard mettre Taza et son bastion à profit quand il organisa militairement la partie orientale de son empire en une marche dirigée contre les Turcs d'Algérie. Taza, conformément à son rôle historique, fut le point central de cette marche défensive organisée par Moulay Ismaïl et le bastion, le dernier réduit de ce point central. La lourde forteresse devenait en quelque sorte le pivot de la défense marocaine contre l'ennemi héréditaire de l'Est. La plupart des adeptes à Essaoua de Taza sont forgerons, même s'il y a parmi eux quelques tisserands, marchands d'épices, cordonniers ou menuisiers. Les rythmes à Essaoua de Taza ont quelque chose du marteau et de l'enclume, façonnant le fer forgé. La confrérie d'Aïssaoua était composée essentiellement de forgerons. Ceci depuis toujours et pas seulement maintenant. On organisait des processions dans la ville et on animait des nuits rituelles dans les maisons. Ce fer forgé est prévu pour un balcon. Il sera mis sur une terrasse. Il y a ceux qui aiment le mettre pour les fenêtres. La Zaouia de Aïssaoua se trouve non loin de Sidi Azzouz, le saint patron de la ville, dont portes et fenêtres sont entièrement couvertes de fer forgé. Matériau omniprésent dans l'architecture de la Médina, y compris dans le somptueux palais andalou où les notables organisent les fêtes de mariage. Henri Terrasse a insisté à juste titre sur la part prépondérante de l'influence andalouse. D'où les monuments, d'où une certaine floraison littéraire où domine le poète et historien andalou Ibn Khatib. Comme tout le monde le sait, la position de la Médina de Taza, comme couloir de passage entre l'Est et l'Ouest du Maghreb, en faisait une étape où s'arrêtaient des personnages de renommée en provenance d'Andalousie, comme Lysen Din ibn al-Khatib, qui était un poète arabe connu. Il est venu d'Andalousie avec ses costumes, ses traditions et sa culture. Il y a également le célèbre séjour du grand voyageur Ibn Battuta lors de son retour de Chine. Il est notoire qu'il existe ici une ruelle qui porte métaphoriquement son nom, c'est Derb Sini, la ruelle du chinois. C'est qu'Ibn Battuta est arrivé à la Médina à la suite de son voyage en Chine. C'est pourquoi les gens l'appelaient le chinois. Et la ruelle fut baptisée ruelle du chinois parce que Ibn Battuta y avait résidé. Citadelle islamique, aux ruelles plus larges et moins labyrinthiques que celle de Fès, et moins grouillante que celle de Marrakech, telle paraît Taza aux visiteurs. C'est la plus jolie ville du Maroc à en croire Ali Bey qui l'a traversée en 1805. Les ruelles sont belles, les maisons en bon état,
et peinte à la chaux, comme Chefchaouen. Lieu de fixité millénaire, retraite pour ermites et nécropole, elle est évoquée en ces termes par un vieux rabbin de Taza. Nous regrettons surtout d'avoir été forcés d'abandonner les tombeaux de nos ancêtres. N'est-ce pas dans les grottes de Taza que nous avions l'habitude d'implorer la grâce divine en cas de malheur public? Les patios fleuris de Taza font penser au sud de l'Espagne. Ces demeures sont dans un état qui témoigne du bien-être de ses habitants. Elles sont à la fois sobres, propres et paisibles. Méditerranéennes en un mot. Chefchaouen, au Rif occidental, Taza au Rif oriental, témoignent chacune à sa manière de l'inestimable héritage de la brillante civilisation musulmane du sud espagnol. De leur demeure émanent sérénité et poésie, du fait même qu'elles reçoivent leur lumière d'en haut. En dehors de la Médina, il n'y avait que des vergers et des cimetières. La citadelle continue à dominer de ses remparts la campagne alentour. On trouve dans Kitab Istibqar une description curieuse de la ville dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Elle est établie au milieu de grandes montagnes d'accès difficile. Les figuiers, la vigne, les arbres fruitiers de toutes espèces et le noyer y abondent. Les habitants sont des berbères Riata. C'est une grande ville, située sur le flanc d'une montagne, et qui domine des plaines traversées par des ruisseaux d'eau douce. Elle est protégée par un rempart considérable de pierres jointes au mortier, et la durée en est assurée. Ribat Taza, qui se trouve sur la route menant d'Occident en Orient, est aussi appelée Taza Zeytoun, en raison de l'abondance de l'olivier. Taza atteste la grande extension de la culture méditerranéenne de l'olivier qui remonte ici au temps du Lim romain. Des silos creusés dans la Médina recelaient des provisions de grains qui devenaient précieuses en cas de blocus. On y cultivait des arbres fruitiers, des réservoirs y accueillaient des eaux de la hauteur en provenance de Ras Lima. La ville recevait en temps normal l'eau d'une séguia descendant des montagnes, alimentée par une dérivation de l'Oued Taza. En cas d'hostilité avec les tribus montagnardes, le premier soin de celle-ci a été de couper la séguia afin de priver la ville d'eau. Les Riata n'y ont point manqué jusqu'au début du XXe siècle. C'était une chose à laquelle Taza devait s'attendre fatalement à chaque siège. C'est d'ailleurs pour la délivrer du blocus des Riata que Hassan Ier s'était rendu à Taza en 1874. En dépit de la barrière du Rif, le Taza du Haut est une citadelle méditerranéenne par excellence, du fait même de son histoire et de sa culture. Au pied de son éperon, le Taza du Bas, la ville nouvelle, ne cesse de s'étendre sur ce qui fut jadis des jardins et des vergers.